Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, après la CEDEAO puis l'Organisation internationale de la francophonie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger poursuivent leur rupture avec les institutions internationales en annonçant leur retrait de la Cour pénale internationale, un geste hautement politique présenté comme une affirmation de souveraineté, mais qui interroge aussi l'avenir de la lutte contre l'impunité, l'accès pour les victimes à la justice. Pour en parler, nous recevons Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS et responsable du programme Afrique. C'est notre focus de ce dimanche soir. Nous parlerons aussi de la crise de l'eau qui menace la capitale gabonaise. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence hydrique depuis 1 mois. Nous verrons que des milliers de familles se livrent à une bataille pour obtenir quelques litres du précieux sésame. Reportage à suivre. Et nous irons aussi à Abidjan pour la fête de génération qui rassemble le peuple Hatchan, qui célèbre le passage de témoins entre des classes d'âge, un rituel qui marque l'entrée des jeunes hommes dans la vie adulte. On ouvre ce journal par notre focus politique du dimanche soir. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger ainsi que du Tchad de la Cour pénale internationale marque une nouvelle étape dans la stratégie diplomatique de ces États situés dans le Sahel, après le départ de la CEDEAO et de l'OIF pour les 3 juntes de l'AES qui dénoncent désormais une institution qu'elles jugent instrumentalisée par les puissances occidentales. Pour en parler, nous recevons Caroline Roussy, elle est directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Afrique et autrice de La mauvaise réputation, essai sur les frontières africaines, collection Pépite jaune chez Rive Neuve. Merci et bienvenue Caroline dans le Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Alors avant même les aspects juridiques qu'il faut voir dans ce retrait de la CPI, c'est essentiellement un acte politique destiné à affirmer la souveraineté de ces États du Sahel, n'est-ce pas ? Alors tout à fait, il faut avouer que c'est en tout cas le discours qu'ils tiennent. Néanmoins, je ferai quand même une distinction entre les 3 pays de l'AES et le Tchad. Oui. Mali, Burkina Faso, Niger, dès septembre 2025, ils commencent à dire qu'ils veulent se retirer de la CPI au nom de la souveraineté et au nom du 2 poids 2 mesures. Nous y reviendrons sans doute. Le Tchad, c'est un cas un petit peu à part parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Donc là, pourquoi ce retrait ? Alors, on ne sait pas très bien. Seules quelques hypothèses peuvent être posées. Premièrement, des pressions diplomatiques américaines. Deuxièmement, puisque le gouvernement tchadien, en tout cas, a contesté les dites pressions américaines, la souveraineté et le 2 poids 2 mesures qui est reproché à la Cour pénale internationale. Et la troisième hypothèse possible, c'est que le Tchad sert actuellement de passage des armes des Émirats arabes unis vers le Soudan. Toutefois, il faut quand même préciser, parce que cette troisième hypothèse, me semble-t-il, est un petit peu spécieuse, dans la mesure où la CPI juge des individus pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et non des pays. Des États, et non des États. Exactement, ce qui est la différence avec la Cour internationale de justice. Absolument. Mais cet argument de 2 poids 2 mesures, ou en tout cas de justice à 2 vitesses, est-ce que c'est encore recevable quand la CPI enquête notamment sur ce qui se passe en Ukraine ou même en Israël ? C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une situation actuelle qui est extrêmement complexe. La CPI, institutionnellement, elle est extrêmement forte. J'ai regardé pour vous, le budget est en augmentation depuis plusieurs années, mais politiquement, elle est fragilisée. D'une part, comme vous l'avez dit, un certain nombre de pays africains la contestent. L'Union africaine également, pour avoir essentiellement concentré ses enquêtes sur le continent africain. Depuis, son périmètre, bien évidemment, a été élargi. Il y a des mandats internationaux, il faut être précis en termes de droit, il y a des mandats contre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, mais ils ne sont pas effectifs. Non. La France, dans un communiqué de presse, a dit que Netanyahou ne pouvait être poursuivi, il bénéficiait de l'immunité du fait qu'Israël n'est pas partie au statut de Rome de 1988. Donc en réalité, la question aujourd'hui, c'est l'effectivité des mandats et le 2 poids 2 mesures qui sont remis en question, avec bien sûr un troisième point. Auprès de qui les populations vont-elles
faire prévaloir leurs droits. Oui, absolument. C'est une question entière. Justement, cette décision, elle, néanmoins, en tout cas, elle est avancée comme s'inscrivant dans un contexte plus large, on va dire, de rupture avec les institutions internationales. On l'a vu notamment pour les pays de l'AES, ça veut dire CEDEAO et l'OIF, etc. Comment vous analysez ça? Alors moi, je nuancerai un petit peu, parce que effectivement, j'entends beaucoup que l'AES vise une forme d'isolationnisme vis-à-vis d'un certain nombre d'instances internationales, mais il me semble qu'ils sont toujours quand même membres de l'UEMOA, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont membres de la CENSAD, auprès d'un certain nombre de pays qui sont également partis à la CEDEAO, et je remarque qu'ils n'ont pas quitté la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc en termes de business, vous pensez que de toute façon, les vaches sont toujours gardées dans le pré, en tout cas? En tout cas, on voit que c'est un isolement qui est très contrôlé et qui est à géométrie variable. Donc on ne peut pas conclure, oui, parce qu'ils sont sortis de l'OIF ou de la CEDEAO, qu'ils considéraient comme étant un peu les cheveux de Troie de la France. C'est de la critique assez récurrente. Mais non, ils ne visent pas totalement cet isolationnisme, puisqu'il reste partie d'un certain nombre d'organisations internationales à caractère régional ou continental. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que c'est une crise ou c'est un symptôme plus large d'une crise plus grande, on va dire, plus ancrée, et peut-être une remise en cause finalement de l'architecture internationale. Finalement, est-ce que c'est pas une critique aussi qui est entendable, j'ai envie de dire, vraiment, je prêche le faux là. Alors là, moi, je vais vous avouer que je ne suis pas juriste de formation, donc c'est pas moi qui peux vous apporter la réponse dans le cas d'espèce. Ce que j'observe, c'est que les États-Unis veulent démanteler la CPI et ils ne s'en cachent absolument pas. Marco Rubio l'a dit. Le Venezuela vient de se retirer. Le Tchad, même si l'effectivité après la notification n'aura lieu que dans un an. Dans un an, oui. Les enquêtes pourront être menées, même s'il n'y en a pas ni sur le Tchad, ni sur le Burkina Faso, ni sur le Niger, ni sur le Mali. Enfin, sur le Mali, ce sont des enquêtes qui remontent à 2012. Il y a une volonté de démantèlement de cette CPI par les États-Unis, qui ne souhaitent pas que Netanyahou soit poursuivi par la dite Cour pénale internationale. Mais pour l'instant, il faut quand même le préciser à vos téléspectateurs, le nombre de pays reste à peu près constant, les budgets sont en augmentation. Effectivement, les signaux ne sont pas très bons quand un certain nombre de pays décident de quitter cette instance et que par ailleurs, les mandats ne sont pas effectifs. Donc là, en fait, on est dans une double dynamique d'institutionnalisation de la CPI qui est renforcée dans ses budgets et tout ça, dans ses budgets, etc., mais qui est affaiblie politiquement. Donc, en fait, c'est toute l'équation que cette Cour aura sans doute à résoudre dans les prochains mois ou prochaines années. Merci beaucoup, Caroline Roussy, pour ce décryptage. Vous reviendrez évidemment nous parler notamment de ce livre. Avec grand plaisir. Hâte de lire. Merci beaucoup. Alors, on passe à présent à Libreville, la capitale gabonaise où l'eau se fait rare, alors que le gouvernement a décrété l'état d'urgence hydrique depuis un mois avec une promesse de distribution d'eau dans les zones impactées. Le précieux liquide se paye toujours au prix fort et chaque jour, des milliers de familles se livrent une bataille pour quelques litres. Le reportage de nos correspondants à Libreville, Ismaël Obiangze, Marcel Amoko et Jires Ngana. À venez voir un quartier du 3e arrondissement de Libreville, se procurer de l'eau est un véritable parcours du combattant. Ici, on ne compte plus les heures passées à guetter le moindre filet d'eau. Il faut être le plus rapide, le plus rusé. On a eu une chance de trouver un compteur qui était tassé, qu'on a mis un tuyau. C'est là qu'on se débrouille à puiser de l'eau. Nous, bien de fois à 7h30, il faut être là plutôt moyen possible pour puiser de l'eau. Parce que là, il n'y a pas de gens. Parce que d'habitude, il y a une foule de gens. Ici, les promesses de l'État sont restées lettres mortes, comme en témoigne cette fontaine réhabilitée, mais qui tarde à fournir de l'eau à la population. Pendant ce temps, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, censée fournir de l'eau aux Gabonais depuis plus de 60 ans, semble impuissante. Autre quartier, dragage, faute de réseau. Les habitants se contentent d'une eau trouble, non traitée et donc imbuvable. Ça fait 14 ans que nous traversons
le manque d'eau dans notre quartier. Chez nous à gauche, on ne distribue pas de l'eau. Si nous voulons de l'eau, nous venons au puits. Cette eau, on ne la traite pas. Voilà pourquoi nous ne la buvons pas. On se lave, on fait les ménages avec, on lave le linge. Pour boire de l'eau, nous payons des bouteilles d'eau minérale. Alors que le gouvernement a récemment décrété l'état d'urgence hydrique en régulant les opérateurs privés, des sociétés entières sont à l'arrêt et leurs contrats suspendus. On n'a plus de quoi vraiment faire fonctionner l'activité parce que depuis peut-être 3 semaines, on est en arrêt. Face à la grogne, le gouvernement assure avoir pris le taureau par les cornes. L'État a mis la main sur cette question. L'État mobilise toutes les ressources pour faire en sorte que les Gabonais aient accès à cette ressource essentielle. Le gouvernement assure qu'une solution durable sera trouvée d'ici quelques mois. En attendant, les robinets de certains Librevillois sont vides. Et on termine ce journal en allant à Abidjan, au cœur du village de Blocos, où une tradition ancestrale continue de rassembler le peuple hatchan. À l'occasion de la fête de génération, les ébriers célèbrent le passage de témoins entre les classes d'âge, l'intronisation des générations guerrières. C'est comme ça que ça s'appelle, un héritage qui continue de structurer la vie des communautés malgré l'urbanisation d'Abidjan. Et si la défense et la sécurité du village par les guerrières ancestrales appartient au passé, ce rituel continue de marquer l'entrée des jeunes hommes dans la vie adulte. Makamara et Damien Kofi à Abidjan. Au rythme des tambours et des chants, les Nyondo Tchéou font leur entrée sur la place publique dans le village. Cette deuxième étape du cycle traditionnel hatchan appelé fête de génération marque leur accession à un nouveau statut au sein de la communauté. Au cœur de la cérémonie, le chef guerrier, pendant plusieurs jours, il est préparé à endosser cette responsabilité. Son choix ne relève pas du hasard, il répond aux règles de la tradition, mais aussi à des rites spirituels transmis de génération en génération. Ils sont rentrés dans le bois sacré pendant 3 ans. Et ils sont devenus matures. Donc aujourd'hui, c'est leur jour de gloire. C'est un symbole fort pour le peuple hatchan. Il est vrai que les temps ont changé, les temps sont revenus. Nous sommes maintenant ancrés dans la ville, mais nous ne pouvons pas oublier cette fête-là. Voici un peu pourquoi les ébriers, sinon les hatchans, ont toujours décidé de fêter le Taplognan en pays ébrié. Autrefois, ces guerriers assuraient la défense du village. Aujourd'hui, leur rôle est avant tout symbolique. Mais la transmission demeure à l'issue des rites. Les initiés rejoignent officiellement le secte des adultes. Ils peuvent désormais participer aux assemblées et prendre part aux décisions qui engagent l'avenir de leur communauté. La fête des générations est l'une des dernières fêtes traditionnelles encore pratiquées en pleine ville à Abidjan. Allez, c'est sur ces images que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir de N'Djamena à Abidjan en passant par Libreville. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24 et je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Merci.